Je souhaite à présent que l'on regarde un cas concret de comment sont parfois gérés nos pays. En 2014, il est découvert en Guinée, sur un site assez grand, la plus grande réserve au monde de fer. La plus grande réserve de fer au monde à Simandou. Il est donc question à ce moment-là de pouvoir exploiter ce site-là. Et c'est à peu près le même principe dans tous nos pays, ok? Nos sous-sols regorgent de richesses insondables. Et quand généralement nous parvenons à mettre la main sur ces richesses-là, vu que nos États n'ont pas la capacité technologique de pouvoir exploiter directement elles-mêmes ces mines-là, elles font appel à des multinationales pour pouvoir créer des consortiums. C'est-à-dire que plusieurs multinationales s'associent et mettent sur la table de l'argent pour pouvoir développer l'espace prévu. Ce genre de projet-là implique généralement la construction d'infrastructures puisque pour pouvoir évacuer les minerais qui sont extraits du sous-sol, il faut des routes, des chemins de fer et des ports. Et donc parfois, comme nos pays n'ont souvent pas l'un ou l'autre ou voire les trois, et bien dans la convention, il est décidé que les personnes qui vont venir pour exploiter la mine construisent donc un ou plusieurs de ces éléments-là. Et c'est ce qui s'est passé en réalité en Guinée. Un consortium constitué de 3 entreprises. Dans ce consortium, on va avoir le géant anglo-australien Rio Tinto. Il est très souvent là en Afrique quand il y a des mines. Ensuite, on va avoir la SFI, la Société Financière Internationale, qui n'est nulle autre qu'une filiale de la Banque mondiale. Et puis enfin, on va avoir Chinalco, une grosse entreprise chinoise. À ces trois-là, il va être question qu'ils mettent sur la table 20 milliards de dollars pour pouvoir désenclaver cette zone et exploiter donc le fer qui s'y trouve. Et pour ça, ils vont devoir construire 700 km à peu près de chemin de fer pour pouvoir relier les 4 grands sites dans lesquels l'exploitation est faite. Et ce chemin de fer va aller jusqu'à un port en eau profonde qui va être construit. Sans oublier la création de 1000 km de bitume. Voilà ce qui est décidé en 2014. Malheureusement, comme d'habitude, les choses ne se passent pas comme prévu. Après ces beaux effets d'annonce, il y a des mafias qui se mettent en œuvre pour pouvoir détourner le projet. Je vous passe les détails, mais beaucoup de corruption vont entourer ce projet-là. À tel point que les travaux vont commencer et quand Mamadi Doumbouya va prendre le pouvoir, l'une des premières décisions qu'il va prendre est de fermer complètement ce site. Et l'une des raisons pour laquelle il va fermer le site est simple, c'est qu'il va estimer qu'il faut que l'on revoie les contrats pour s'assurer que les intérêts du peuple guinéen sont réellement respectés. Et en revoyant les contrats, qu'est-ce qu'on ne va pas découvrir? Le ministre Moussa Magasuba va venir devant les médias pour publiquement annoncer que d'après les anciens accords, l'État de Guinée avait 0%. Vous avez bien entendu? 0%. Oui. 0%. C'est-à-dire qu'on trouve du fer chez toi. Tu es le premier producteur de fer au monde. Les gens s'empressent pour venir signer des contrats avec toi. Et au terme de tout ça, tu te retrouves avec 0%, 0 francs CFA, 0 copec, rien du tout. Vous savez comment est-ce qu'il était prévu que l'État guinéen devait gagner de l'argent? Avec les taxes et les impôts. Voilà comment ça devait se faire. La mine devait appartenir à ces multinationales. Le chemin de fer devait appartenir à ces multinationales. Et le port en eau profonde devait appartenir à ces multinationales. Tout était pour eux. Et on parle d'une exploitation qui devait se faire sur au minimum 35 ans. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Eh bien, tenez-vous tranquille. Mamadi Doumbouya et son équipe vont mettre une pression incroyable sur les multinationales pour revoir certains aspects du contrat. Les revenus escomptés sont en deçà des attentes. Vous et nous ne pouvons plus continuer à ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il en est aussi du processus de transformation de nos matières premières que vous exploitez. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. Je vous demande de revenir auprès du ministre des Mines et de la Géologie avec des propositions, un projet, un chronogramme précis de construction de raffineries d'alumine en République de Guinée. Et ils ont eu raison parce que après avoir mis la pression, les conditions vont changer et ils vont ressortir de là avec de nouvelles conditions dans lesquelles il va avoir certains amendements. Premier amendement, c'est que désormais, l'État de Guinée va avoir 15% de la mine, 15% du chemin de fer, 15% du port en eau profonde. Ça me semble juste. Et
Et encore, peut-être qu'on aurait pu obtenir plus. 15% vont appartenir désormais au pays, en plus de toutes les infrastructures qui doivent être construites. Mais voilà un peu comment est-ce que des contrats sont souvent signés chez nous. Les contrats sur des mines, on s'extasie quand on dit on a découvert telle mine à tel endroit, telle autre ressource à tel autre endroit. On commence à chanter, à danser. Mais qu'est-ce que ça nous rapporte réellement? Qu'est-ce que nos pays bénéficient? Qu'est-ce qu'on gagne concrètement de ça? On se rend donc compte qu'en réalité, c'est toujours et bien souvent une question de leadership. Comment expliquer que Mamadi Doumbouya, à peine arrivé au pouvoir, en quelques semaines, parvient à faire fléchir des gens comme Rio Tinto, qui, je le rappelle, sont extrêmement puissants pour revoir les conditions d'un contrat et gagner 15% en 2 semaines de négociation. 2 semaines de négociation, on parvient à avoir 15%. Et là maintenant, on est sûr qu'il va s'assurer, parce que ça c'est un autre problème, c'est qu'on signe des choses sur le papier, mais derrière, quand les compagnies viennent, elles n'exécutent pas ce qui est dans les papiers. Elles sudoient à gauche, à droite et elles n'exécutent pas ce qui est dans le contrat. On espère que les 1000 km de route vont être construits. On espère que les 700 km de chemin de fer vont être mis sur pied, que le port en eau profonde va aussi être mis sur pied. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est l'intention de Mamadi Doumbouya. Je pense que ce monsieur va commencer à inquiéter beaucoup de gens parce qu'il a dit très clairement que une fois que ces quantités de fer vont sortir de son pays, il va être question que l'on revoie les conditions internationales de vente du fer. Et je pense qu'il a totalement raison. On ne peut pas être producteur et nos prix sont déterminés à Londres, là où il n'y a pas eu une goutte de fer. Pourquoi? Parce que Rio Tinto, qui est anglais, parce que beaucoup de multinationales qui sont anglaises vont dans le monde entier posséder des mines. Oui, parce que la mine est dans un pays, mais en fait, elle appartient, elle est exploitée par quelqu'un d'autre qui en a la propriété. Donc voilà un peu comment est-ce que ces contrats sont parfois signés à l'encontre même des, comment j'appelle ça, des intérêts des pays. Et j'espère que ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire va servir de leçon aux autres pays africains pour revenir à la table des négociations et imposer ce qui doit être fait. Comment imaginer une seule seconde qu'un pays qui a autant de richesses se retrouve à avoir 0 franc CFA de ses mines? 0 franc CFA. Quel courage! Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut signer de tels contrats. Vous êtes numéro 1 dans le fer. Le fer, on en a partout. Dans la construction, on a du fer partout, dans toutes les industries. Et les premiers producteurs de fer n'ont rien. Vivement que ce genre d'injustice change. Dites-moi ce que vous en pensez, mais partagez massivement la vidéo pour qu'elle serve de leçon aux jeunes générations et qu'on arrête de se faire berner.